On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit deux conseillers municipaux. On est à la mi-mandat. On va parler du bilan et des enjeux du conseiller Robert Quentin dans le quartier du secteur de l'île Sainte-Thérèse et des Quatre-Vents, mais également de Iberville et Saint-Athanas dans le secteur sud, avec d'abord Justin Bessette. Depuis, évidemment, que les élections fédérales sont passées, on a un peu plus de temps d'antenne et pour revenir à la couverture habituelle, un peu plus normale, parler notamment des différents quartiers, des districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu comme on le fait à chaque début de saison. On rediscute avec les conseillers pour dresser un peu le bilan, parler des enjeux. C'est au tour maintenant de Justin Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. M. Bessette, d'ailleurs, qui est très impressionné par notre nouveau décor. Très impressionné, c'est tout un changement. Bon, merci, des félicitations. Qu'est-ce qui se passe dans Iberville, Saint-Athanas Sud? Bien, plein de choses. On a plein de réalisations qui se sont terminées. Les jeux d'eau qui vont être prêtes pour l'année prochaine, qui sont terminés, complétés. Dans quel secteur? Pas loin de la Polyvalente. C'est Ouais. vraiment dans Iberville, dans le fond sud. Par la suite, on a le parc à chiens qui a été inauguré. Justement, hier, on était au lancement officiel du parc à chiens, qui est inauguré, puis que les gens peuvent commencer à amener leurs animaux puis aller faire courir les animaux juste à côté de l'usine d'épuration. Fait que le parc est vraiment complété, le mobilier urbain est arrivé, fait que tout est complété. C'est pas loin du parc Goyette? Oui, c'est exactement ça. OK. À côté de l'usine d'épuration, le parc Goyette, dans le fond, bien, c'est dans le parc Goyette. C'est la partie qui était moins utilisée à côté de l'usine, Ouais. qui était un petit peu plus morte, que le parc s'est mis là, puis il y a eu une butte pour protéger un peu les citoyens pour le bruit. Fait que les gros projets quand même à Iberville qui continuent d'avancer. La piste cyclable pour Belle-Rive qui va être faite ce printemps. On attendait juste le coin, puis la piste cyclable va être faite au complet pour délimiter Belle-Rive pour que les gens puissent se rendre directement. Fait que ça avance beaucoup. Bon. Quels sont maintenant les prochains projets ou enjeux que vous souhaitez pousser dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années du mandat? Il reste toujours le vidangeage des fosses septiques, trouver une solution pour équilibrer un peu les gens qui sont en campagne, qui n'ont pas les égouts puis l'eau. C'est un projet que je pense pour avoir une équation un peu entre les gens de la ville et les gens de la campagne. C'est important de trouver une équation qui permettrait à des aider, soit pour le vidangeage des fosses septiques, pour équilibrer un peu le compte de taxes avec les autres, là. Qu'est-ce qui reste en matière de développement domiciliaire dans le district numéro 2? Il nous en reste beaucoup. On est un des districts que l'avenir va se passer là un peu. Si on prend par Belle-Rive puis l'ancienne autoroute 35, en partant de la Polyvalente jusqu'à la rue Kelly, écoute, on a plusieurs places pour développer. Bien sûr, il faut travailler pour que les infras soient capables de les prendre. Une autre chose que j'aimerais qu'on ait, c'est pour empêcher un peu les déversements dans la rivière, avoir un réservoir qui nous permettrait, quand il y a des gros coups d'eau, d'absorber un peu les coups d'eau puis permettre de fonctionner à l'année puis qu'il n'y ait aucun déversement, là. Quand vous faites mention des déversements, est-ce que vous parlez de l'eau, dans le fond, qui s'en va vers la rivière ou de ceux, évidemment, qu'on doit faire Ceux qu'on doit faire quand, mécaniquement, quand il y a vraiment des gros coups d'eau, c'est vraiment... Ça, c'est un dossier dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines du côté de Montréal. Ouais. D'ailleurs, les gens sont très étonnés d'apprendre que, oui, au Québec, il y a les municipalités, évidemment, peuvent à certains moments ou dans certaines conditions ouvrir, comme on dit, le robinet et laisser aller les eaux usées directement dans les cours d'eau. Parce que même ici, à Saint-Jean, ça se fait, là. Exact. Nous, ça se fait vraiment en temps de pluie forte ou en temps de période de dégel. Quand il y a vraiment des gros coups d'eau, du fait que le réseau n'est pas séparé encore partout. Les égouts et le pluvial ne sont pas séparés encore partout. Fait que quand il y a vraiment des coups, il ne faut pas se le cacher, bien, je suis agriculteur, puis Ouais. on voit que les coups d'eau sont de plus en plus forts, puis les gens s'en rendent compte aussi. Anciennement, ils mouillaient, ça tombait sur une journée ou deux. Présentement, quand ça tombe en dedans d'une heure, il peut tomber 1 pouce, 1,5 pouce, 2 pouces. Fait que les réseaux ne sont pas conçus pour ça. Fait que là, à partir de là, soit qu'ils installent des pompes temporaires pour vider l'overflow. Si on revient aux infrastructures et à des projets domiciliaires dans Iberville et Saint-Athanas Sud, potentiellement, là, il peut y avoir à peu près combien de maisons selon le zonage actuel? De mémoire, c'était minimum 500 maisons qu'il y avait de terrain pour réserver pour ça, là, dans toute Sauf que les infras, actuellement, ne pourraient pas permettre l'ajout de 500 maisons. Non, présentement, les infras ne permettraient pas de développer tout ça tant aussi longtemps que le réseau ne sera pas encore séparé.
Il va y avoir une phase qui s'en vient de débrancher les pluviales puis les pompes septiques qui envoient leur eau directement dans les égouts. Ça va permettre d'en développer un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des secteurs du district où les citoyens qui n'ont pas de service en ce moment souhaitent les obtenir? Est-ce que ça, vous avez encore des demandes concernant ça ou si vraiment on est à la limite de ce qu'on peut faire? Pour les services, ça va quand même bien. Les gens sont quand même, à part il reste quelques petits secteurs en campagne, mais que je ne suis pas certain qu'on va être capable de desservir dans un avenir proche. Il reste un petit peu la rue Mignonne, qui aimerait avoir les infras, qui vont pouvoir être desservis. Mais il n'en reste pas beaucoup de secteurs. Le plus gros des problèmes dans notre secteur, c'est l'asphalte dans les rues. Il y a encore beaucoup de rues qui ne sont pas asphaltées. Ça, c'est un autre dossier que je travaille. Il y a encore beaucoup de rues pas asphaltées. Puis de la façon que la péréquation est faite, c'est que c'est le propriétaire qui paie, mais souvent, comme j'expliquais, souvent, tu as le problème que c'est une rue qui a 3 citoyens qui habitent dessus. Les 2 du bout sont desservis par une rue asphaltée. Celui du centre, bien, il n'y a pas d'asphalte. Quand on fait un registre pour savoir si les gens veulent de l'asphalte, malheureusement, bien, le registre tombe toujours que non, les gens ne veulent pas. Puis ça, il va falloir trouver une péréquation ou une façon que la Ville subventionne pour permettre qu'on ait, que dans 30 ans, qu'on ait de l'asphalte partout, comme une ville doit l'être. Bon, puisqu'on parle de péréquation, un des enjeux de la dernière campagne électorale, vous-même, Hugues Larivière, Mélanie Dufresne aussi, qui représente la partie centre-ville, centre-ville Saint-Jean et Iberville aussi. Bon, certains faisaient des blagues, parlaient du bloc de l'Est, parlaient évidemment du secteur Iberville. Mais en quelque part, un des reproches qu'on faisait aux anciennes administrations des 10 dernières années, disait peut-être qu'Iberville n'a pas sa juste part du gâteau dans les dossiers grandes villes, etc. Là, on est, dans le fond, à la mi-mandat. Il y a un nouveau maire, il y a un nouveau conseil. Les priorités sont peut-être un peu différentes. Depuis les 2 dernières années, est-ce que vous sentez qu'il y a un meilleur équilibre au niveau de la répartition de la richesse pour les districts 1, 2, 3? On a commencé à avoir ce qu'on n'avait pas à Iberville. Quand on parle des jeux d'eau, quand on parle du parc à chiens, c'est des services que je crois que toute la population doit avoir. Les jeux d'eau, il y en avait déjà plusieurs à Saint-Jean. À Iberville, on devait toujours traverser pour en avoir. Pourtant, les gens, c'est des services de proximité. Ce pas des services que tu veux te déplacer nécessairement pour les utiliser. C'est le fun d'avoir ça dans la proximité. Le parc à chiens, c'est la même chose. On commence à rééquilibrer tranquillement la chose. Est-ce que tout est complet présentement? Non. Mais Rome, c'est pas bâti en une journée, mais on commence quand même à réinvestir à Saint-Jean. Trinité Church qui va se faire, qui va devenir quand même un bel endroit, un beau centre culturel. On commence à avoir des choses à Iberville qui avancent, des gros projets aussi. Donc, est-ce que 2 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant un juste équilibre dans le partage de la richesse? Je ne m'embarquerai pas à dire juste équilibre, parce que la journée que je dis juste, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien, puis non, on n'est pas rendu là. Fait que même si tu veux me le faire dire, non, on n'est pas rendu là. Mais on va sûrement y venir, puis on s'en va vers là. Tu sais, quand je vous parle d'asphalte, dire que juste équilibre, bien, pour tous les gens qui ont des rues de gravel, non, il n'y a pas d'équilibre. Ils voient de l'asphalte qui se mettent un peu partout, puis ils sont dans une rue de gravel. Ouais. Sans tomber dans la caricature, ceux qui ont suivi l'élection il y a 2 ans, ce qu'on entendait, c'était « on sait bien, Iberville puis Saint-Eugène, le quartier à Jean-Fontaine, ont moins d'affaires que Saint-Luc puis Normandie. » C'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça la perception populaire. C'est pour ça, dans le fond, ma question, c'est 2 ans plus tard, est-ce que c'est mieux? C'est mieux, oui, c'est mieux. Est-ce qu'il reste du chemin à faire? Oui, il reste du chemin encore à faire. Parce que je rêve d'une ville qui soit égale partout. Tu sais, que tu aies des rues de gravel. Écoute, je vois ça quand je vais dans le coin de l'Estrie, puis tu voyais où que les députés changeaient, où que le député changeait, l'asphalte arrêtait. Bien, malheureusement, on a encore ça dans nos petites rues, puis c'est pas normal parce que la taxation, tout a monté. Il faut arriver à trouver un équilibre là-dessus. Mais on avance. Dans les dossiers, disons, grandes villes, parce que là, on est à l'aube d'adopter un prochain budget, puis on le sait, à chaque année, on essaie, dans la mesure du possible, de ne pas trop augmenter les taxes, ou à tout le moins pas plus fort que l'inflation. Le gouvernement du Québec est souvent tenté de vous refiler certaines dépenses. On l'a vu, entre autres, avec le pacte fiscal à 2 occasions. Puis à un moment donné, bien, comme ville, il faut que tu augmentes tes revenus ou que tu réduises tes dépenses. Ou à un moment donné, il y a comme un maximum aussi. Les gens sont très imposés de toutes parts. Est-ce que vous croyez jusqu'à présent, et même pour les 2 années à venir, que Saint-Jean-sur-Richelieu va tirer son épingle du jeu en matière de finances publiques? Je crois que oui.
C'est sûr qu'il y a des choses qui nous ont coûté cher. C'est comme le pont qu'on va avoir à payer, puis la facture est un petit peu plus salée, que le provincial en a payé un peu moins qu'on espérait qu'il en paie. Mais je pense qu'on s'en va quand même dans la bonne direction, puis on est quand même une des villes prospères. On voyait que pour l'entrepreneuriat, on est 5e. Saint-Jean est quand même une ville prospère. Fait que je pense qu'on va arriver à tirer notre épingle du jeu pour passer au travers. Là. Bon, on le sait, politiquement, le contexte a changé parce que, bon, dans les dernières années, sous l'ère de Lebec, vous étiez exclu des comités de travail, ce qui n'est plus le cas depuis 2 ans. Quelle est l'ambiance générale au Conseil? Parce qu'au départ, on le sait, c'est une drôle d'élection. Il y avait 9 candidats à la mairie, il y avait 4 ou 5 équipes, c'était interminable. Bref, il y a un nouveau conseil, il y a un nouveau maire. Il y a aussi, on le sent, on le voit, il n'y a pas beaucoup de votes. Non, mais quand il y a des votes, on sent généralement que, bon, vous-même, Hugues Larivière, Mélanie, des fois un ou deux autres conseillers, on sent quand même qu'il y a comme 2 idéologies un peu qui s'affrontent parfois au Conseil sur certains enjeux. C'est sûr qu'il y a une chose, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est les générations. À part M. Larivière, souvent, les gens qui sont plus jeunes ont été élevés d'une façon, ils ont une façon de voir les choses différemment, que souvent, quand tu es plus âgé, tu ne vois pas la même chose, le même problème avec les mêmes yeux. Si on parle des boisés ou tous les petits points qu'il peut avoir, des fois, c'est juste une question, que ce soit, bon, bien, pour les jeux d'eau, bien, c'est sûr qu'il y en a ils trouvent ça moins nécessaire. Mais quand tu es dans le côté famille puis tu as des enfants, bien, tu trouves ça important d'avoir ça proche puis d'avoir ça dans la proximité. Il y a plein de petits points comme ça. C'est vraiment un contexte de génération, je dirais. Qui est celui qu'on constate actuellement au Conseil, dans les 12 conseillers? Il n'y a pas de chicane, mais souvent, les jeunes qui sont plus jeunes ont une façon de penser différente un peu des autres conseillers. Ouais. Sauf qu'en même temps, Hugues Larivière, qui est peut-être le doyen en âge, et vote très souvent de votre côté. C'est l'exception à la règle. C'est l'exception. C'est l'exception à la règle. Ça va être quoi le plus important dans les 2 prochaines années? De continuer le chemin qu'on s'en va, puis de continuer à investir à Iberville pour qu'on vienne avoir... que les gens se sentent quand même bien à Iberville, puis qu'ils sentent qu'on a les services, puis qu'ils sentent qu'ils font partie un petit peu de Saint-Jean. Je pense que c'est de continuer dans ce sens-là pour qu'on puisse continuer à avancer. Parce qu'encore, souvent on entend encore qu'il reste encore du chemin à faire. Là. Malheureusement, il reste encore du chemin à faire. Les gens qui sont en campagne, bien, des fois, ils ne comprennent pas nécessairement, puis je suis le premier, là, à pas nécessairement comprendre pourquoi qu'on a à payer pour tant, quand on n'a pas nécessairement tous ces services-là. Fait que c'est dans ce côté-là qu'il faut travailler. Là. Bon, en terminant, je sais qu'on s'en est parlé à plusieurs occasions. Là, évidemment, la neige s'en vient, ça va être les stationnements, puis les alertes là, par courriel, puis SMS et tout ça. Vous faisiez partie de ceux là, qui voulaient que les gens, bien sûr, puissent avoir plus de marge de manœuvre au niveau du stationnement, alors que, dans le fond, on déneige peut-être 20 jours par hiver, à peu près. Est-ce que vous craignez que cette année, est-ce que ça va bien se passer, là, la mise en place? Je reviens, puis je pense que ça a été une des meilleures choses qu'on a fait, parce que les gens, même ceux qui ont eu des tickets, ne reviendraient pas en arrière. Les gens, quand ils m'appelaient et ils me disaient « Écoute, j'ai un ticket, puis là, je les explique, bon, mais tu n'avais pas d'autre à stationner parce qu'il y a neigé, mais est-ce que vous seriez prête à ce qu'on annule tout puis qu'on recommence par avant? » Personne ne veut revenir comme avant parce que malheureusement ou heureusement, il y a de plus en plus d'autos. Puis les gens ont besoin de cet espace-là, qui n'ont plus dans le parking ou qui n'ont plus dans le driveway. C'est un espace qui est utile, puis on l'utilise comme ça. Justin Bessette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le conseiller municipal Robert Quentin.
À chaque début de saison, on fait toujours l'exercice avec les conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour établir un peu le bilan et les enjeux de la prochaine année, d'autant que là, on est à la mi-mandat. On va faire le tour et aujourd'hui, c'est au tour du conseiller Robert Quentin, le quartier numéro 12, qui principalement dessert Saint-Luc, 80 et Île-Sainte-Thérèse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça fait combien d'années que vous êtes conseiller? C'est ma 10e année. 10e année, ouais. 3 mandats? Troisième mandat. Troisième mandat. Oui. Là, on est à la mi-mandat du troisième mandat. Oui. Comment ça va au conseil municipal? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux 8 autres années que vous avez connues? Bien, je pense que chacun s'occupe de son quartier. Chacun fait son travail, mais il n'y a pas l'esprit d'équipe qu'on a déjà eu au conseil. C'est plus individuel? Oui, exactement. Oui, oui. Pourtant, oui. Parce qu'en fait, comme je le disais tantôt à Justin Bessette, c'est quand même, il y a 2 ans, il y avait 9 candidats à la mairie, il y avait quoi, 4 ou 5 équipes de candidats. Ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Nouveau maire, 7 nouveaux conseillers et tout ça. Vous faites partie des vétérans maintenant. Donc, c'est vraiment 2 époques. C'est différent de l'ère d'Olbec. Si oui, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu... on a vécu un gros changement suite à l'élection. Puis peut-être parce qu'il y en avait plusieurs autour de la table qui étaient habitués de travailler ensemble. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Ça a peut-être contribué à ce que, avant les dernières élections, bien, il y avait quand même un bon esprit d'équipe autour de la table. Là, ça fait 2 ans où les nouveaux joueurs sont en place. Je pense qu'on a encore du chemin à faire avant d'en arriver là. Bon. Si on prend principalement le district numéro 12, celui que vous représentez à Saint-Luc, au cours des 2 dernières années, quels ont été, disons, les principaux dossiers que vous avez peut-être pu régler ou faire avancer, disons, qui étaient prioritaires là, dans les 2 dernières années? Il y a eu le développement du pôle des colibris. L'emplacement, en fait, le site d'Imagim. Il y a eu la construction de l'école Vision, garderie, ce qui a aidé, ce qui a fait une synergie, en fait, pour développer ce pôle-là. Bien, il y a eu l'ouverture du boulevard des Colibris, évidemment. Alors, ça a été un gros projet. Ensuite, il y a eu les services qui sont arrivés dans le secteur Jean Talon, Fleur de Lys, rue Massé et compagnie, dans le nord du secteur. Puis une autre priorité, c'était le développement, bien, en fait, mettre des mesures en place pour sécuriser le boulevard Baillargeon, entre autres sur l'île Sainte-Thérèse, entre autres l'ajout d'arrêts et le pavage de sentiers piétonnés de chaque côté de Baillargeon, pour faire en sorte que les citoyens qui circulent puissent circuler de façon sécuritaire. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits aussi au parc Jean-Lapalme, qui est situé dans le milieu de l'île et où il y a beaucoup de nouvelles familles, beaucoup de constructions de jeunes familles qui s'installent. Parce qu'il est clair qu'à l'occasion de la dernière année de l'autre mandat, il y avait un enjeu politique important concernant le secteur des colibris avec le complexe sportif là, qui est maintenant construit. Oui. Ça s'est réglé comme rapidement en début de mandat, donc je présume que vous étiez assez satisfait ultimement que le Conseil se prononce là. Oui, finalement, c'était long. La protection du boisé des colibris fortiers, ça a été une de mes priorités, puis le Conseil a finalement accepté de le protéger. Là, qu'est-ce qui reste à faire pour les 2 prochaines années? Puis même, je me rappelle, sous l'ère d'Olbec, on parlait entre autres, quand on parle de boisé et tout ça, dans le secteur colibri, on parlait d'un parc nature. Hein? Oui. Ça, le parc nature, c'est un projet, tout ça. Est-ce qu'il va finir par voir le jour, ce parc nature? Oui, il y a énormément de projets. Je dois dire tout d'abord que le budget est limité, mais ce n'est pas un projet qui manque. Entre autres, dans le secteur des colibris, oui, la création du parc nature. La première étape, c'est d'acquérir les terrains. Mais l'étape suivante, ça va être d'y aménager justement des sentiers piétonniers, d'en faire un vrai parc nature. Quels peuvent être les délais entre l'acquisition des terrains et l'ouverture du parc avec les sentiers? Là? Pas aussi vite que j'aimerais, parce que faut pas oublier que le processus d'acquisition, bien, ça demande de l'argent. Ça va être échelonné sur quelques années.
Écoutez, j'espère d'ici 2-3 ans qu'on va être en mesure d'aménager quelque chose. Moi, ce que je suis en train de faire présentement, c'est de voir avec des citoyens, premièrement, faire un plan d'aménagement, voir comment est-ce qu'on pourrait l'aménager. Puis, je pense que si on veut que les choses progressent rapidement, il faut que les citoyens s'impliquent, faire des petits travaux qui ne coûtent pas cher, tu sais, comme l'aménagement d'un sentier, des choses comme ça. Alors, je pense qu'avec l'implication des citoyens, puis en ayant un plan d'ensemble, on va réussir à faire bouger les choses. Donc, le projet du parc nature, évidemment, en développement au cours des prochaines années. Oui. Il y a aussi la passerelle, la fameuse passerelle boulevard de la Mairie, là, parce que pour relier les deux Saint-Luc au-dessus de la 35, ça fait déjà, peut-être pas quelques élections, mais disons, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce projet-là. On avait l'impression qu'à l'occasion de la dernière campagne électorale, qu'à peu près toutes les équipes en faisaient une priorité. Bon, visiblement, l'état du budget et des immobilisations fait en sorte qu'on le repousse, on le repousse, on le repousse. Est-ce qu'il est prévu dans le plan d'immobilisation? Ce qui est prévu dans le plan d'immobilisation, c'est une étude de faisabilité. Encore là, il faut faire en sorte que le projet avance. Je veux dire, ça doit faire pas loin de 20 ans qu'on en parle. Mais fort probablement que dans 2 ans, quand on va être en élection... Ça ne sera pas réalisé dans 2 ans, parce que ça prend 2 ans pour le mettre en branle. Tu sais, les études de faisabilité, le déplacement des lignes, des lignes électriques. Et aussi, le maire et certains conseillers disaient aussi qu'on cherchait à obtenir des subventions de la part du gouvernement du Québec pour être capable de réaliser le projet. Oui. Puis l'autre facteur aussi, c'est que quand on arrive de l'autre côté de la 35, à l'est de la 35, dans le secteur du golfe des Légendes, on doit statuer sur le parcours, parce que c'est là où la passerelle va aboutir, mais on doit statuer sur le développement, si développement il y a, pour le trajet. On parlait un petit peu plus tôt, évidemment, de Boisé-Colibri, Boisé-Fortier. Il y a eu aussi, dans la dernière année, certains enjeux, certains débats sur une partie qui est peut-être, disons, un peu plus au sud, là, le long de l'autoroute 35, où il y avait là aussi des enjeux, parce qu'on se souvient, il y a des citoyens qui se sont présentés au conseil, qui s'étaient fait dire qu'il n'y aurait jamais de maison à tel ou tel endroit. Et là, ils se réveillent un beau matin, puis ils se rendent compte finalement que le zonage permet des maisons. Vous parlez sans doute du Boisé des Artisans, Boisé des les Artisans, rues Flaubert et tout ça. Donc, ça a eu comme un effet de surprise là, de la part de certains citoyens. Encore là, le résultat final, en fait, les considérations de ce boisé-là ont fait partie de l'ensemble de la décision du plan de conservation. La décision finale ne me plaît pas, parce que moi, j'aurais aimé protéger l'ensemble du boisé. Finalement, on va développer environ les 2 tiers du boisé, puis on va protéger le tiers qui reste. Le tiers. Bon, on l'a vu là, dans les dernières semaines au Conseil, il y a actuellement des enjeux de dézonage dans votre district. C'est quoi? C'est le long de Jean Talon, principalement? Oui, on a eu justement, il y a 2 projets de règlement qui étaient sur la table. On a eu une séance de consultation avec les citoyens le 26 octobre dernier. Un projet consistait, c'est une demande qu'on a reçue pour construire un triplex sur Jean Talon, près de la rue Massé. Oui. Alors, ce projet de règlement-là a fait l'objet d'une consultation publique. Les citoyens sont venus en grand nombre, il y avait une 50aine de personnes. Ils ont exprimé leurs inquiétudes. Justement, il y a eu la signature de registre le 2 novembre. Est-ce qu'on a atteint le seuil maximum? Ça prenait 19 signatures. Bien, il fallait que plus que 19 personnes viennent signer pour exprimer leur désaccord, puis il y en a une 40aine de signatures. Okay. Donc là, vous allez devoir vous questionner à savoir si vous changez le projet ou si vous allez en référendum là-dessus? Effectivement. C'est dans le processus, là, c'est que s'il y a plus de signatures que le nombre requis, le Conseil doit décider si est-ce qu'on modifie le projet, est-ce qu'on va de l'avant ou est-ce qu'on va au référendum. Qu'est-ce qui dérange? Je peux vous dire, bien,
ce qui dérange, c'est que on arrive, il n'y a pas de triplex. C'est une bâtisse en hauteur, derrière des résidences. Mais on a pris la décision. En fait, le Conseil, suite à la signature de registre de lundi, le Conseil a décidé de retirer le règlement. Retirer, tout simplement. Donc, à la prochaine séance publique, ce règlement-là va être retiré. Bon, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de référendum là-dessus. Non, là. non. Vous avez parlé d'un autre projet, c'est ça? Il s'agit d'un projet de développement juste au nord de la rue Massé, dans un secteur en zone blanche. Oui. Le projet, en fait, comporte environ 200 résidences, l'unifamilial, bifamilial, des triplex. Il y a un beau projet d'ensemble. Encore une fois, on a eu une consultation avec les citoyens du secteur. Les citoyens ont exprimé leurs inquiétudes qui étaient principalement... Ce qui arrive, c'est que les gens ont des grands terrains sur la rue Massé, par exemple, une trentaine de mètres de large. Puis avec le nouveau projet de développement, on arrive avec des maisons de 12-15 mètres. C'est des terrains de 12-15 mètres de large. Ça fait que le résident se ramasse avec deux ou trois différents résidents derrière chez lui. Ça, c'est une inquiétude. Une autre inquiétude, c'est le trafic que ça allait générer à cause de la densité. La densité de la population, la densité de la circulation. Est-ce que ce projet-là va voir le jour ultimement? Le projet va voir le jour. Je dois souligner par contre que, encore une fois, suite à la consultation publique, suite aux commentaires des citoyens, le Conseil a décidé de retirer le projet. Ah oui? Parce qu'on doit y apporter des modifications pour répondre aux inquiétudes des citoyens. Alors, il y avait une signature de registre qui était prévue le 16 novembre. Là, elle n'aura plus lieu parce qu'on va... officiellement, le projet va être retiré lors de la prochaine séance publique. Donc, on va retravailler le projet, puis on reprend le processus. M. Quentin, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait bonne plaisir. continuation. Merci bien. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mardi, le 24 novembre, de 13h30 à 19h30, au complexe Oasis, dans le quartier Normandie à Saint-Jean-sur-Richelieu, collecte de sang de Emma Québec. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle ici la grille horaire. Également, vous rappelez qu'à tous les dimanches matins à 9h30, en direct, c'est le Télé-Bingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000 et 30 dépositaires pour acheter, vous livrer un petit peu partout. Et entre-temps, moi, je vous dis que si vous désirez me joindre, vous le faites par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.